mon potentiel est beaucoup moins important que celui de plein de personnes que je peux croiser. Mais au moins, j'essaie de faire au maximum de mes possibilités. Et je pense que c'est le devoir qu'on a vis-à-vis des autres, de ses parents, de sa culture, de son entourage, de s'investir à fond. Vous reconnaissez cette voix ? C'est celle d'un ancien deuxième ligne qui est devenu président de la Ligue Île-de-France de rugby. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. En parallèle d'un parcours de joueur dans le club parisien du PUC, mon invité fait ses études à HEC et fonde sa société peu après sa sortie d'école. Homme de conviction et d'action, il est impliqué dans le rugby amateur et bénévole depuis plus de 40 ans. Sa passion pour notre sport et son goût du challenge l'amènent aujourd'hui à briguer la présidence de la Fédération française de rugby. Vous l'avez peut-être deviné, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Florian Grill. Au cours de notre échange, Florian se confie sans filtre ni faux semblant sur son parcours, sa conception de l'engagement et sa vision du rugby actuel et futur. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et à le partager autour de vous, ça aiderait vraiment La Cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation. Bonjour Florian. Bonjour. Merci de me recevoir dans les superbes locaux de ton entreprise Cospirit Mediatrack qui sont situés en plein cœur de Paris. Aujourd'hui, on connaît le Florian entrepreneur, mais de quoi rêvait-il lorsqu'il était enfant ? Il ne savait pas trop à quoi il rêvait. Il avait envie de faire des choses. Voilà, il avait envie de s'investir et d'essayer d'être à la hauteur des possibilités qui sont les siennes, parce que je pense que quelles que soient ces possibilités, il faut essayer de faire au max de ce qu'on est capable de faire. Ouais, du coup, t'avais pas une vocation à l'époque ? Non, j'avais j'avais envie de faire des choses. Je m'intéressais aux règles du jeu autant qu'au jeu, en fait. Et j'avais envie d'agir. Tu étais quel genre de petit ? J'étais, ça dépend. J'ai eu des périodes plus turbulentes et des périodes moins turbulentes. Je pense qu'à partir de la seconde, j'ai peut-être été un peu moins turbulent et un peu plus turbulent avant. Je pense qu'à un moment, j'ai compris qu'il fallait que je m'y mette sérieusement. Voilà. Et donc, j'ai essayé de faire de front et le rugby, et la prépa, et les études, et de mener les deux de front, considérant que l'un et l'autre se renforçaient. En parlant d'études, tu as fait quel type d'études ? Donc, j'ai fait une prépa HEC, et j'ai intégré HEC, et j'ai fait ma prépa en même temps qu'une année Réchelle au PUC qui nous a menés en finale du championnat de France. Donc, les gens me prenaient un peu pour un fou parce que je m'entraînais, à l'époque, c'était 3 fois par semaine en Réchelle, et qu'on partait tous les week-ends à Clermont, à Brive et autres. Mais bon, le résultat, j'ai pas pu jouer la finale, malgré le fait que j'étais capitaine à l'époque parce que j'avais les oraux le lendemain. Voilà, mais j'étais remplaçant pour la finale, mais il était prévu que je ne rentre pas. Mais bon, j'ai intégré HEC et j'ai vécu une aventure humaine de dingue avec des copains. Tu fais la finale avec le PUC, c'était en quelle année ? 80, enfin je la fais pas, enfin je suis sur la feuille de match, mais en l'occurrence je la fais pas, c'est 84-85 entre Colomiers. À la sortie de tes études à HEC, tu crées la société Cospirit ? Pratiquement après, en fait, je crée une première société qui s'appelle Business Digest, qui est une publication sur le management qui est aujourd'hui dirigée par ma femme. Ça, c'est en 92. Je sors d'HEC en 88. Donc, très rapidement après, je crée une première société. J'en crée une deuxième qui est Cospirit en 94. Voilà. Enfin, qui ne s'appelait pas Cospirit à l'époque, mais qui est devenue Cospirit Mediatrack ensuite. Peux-tu nous expliquer ce que c'est un petit peu ? Alors, on est une agence média qui intervient à la fois sur les budgets médias nationaux, donc la radio, la presse, le digital, le programmatique, les mobiles, etc. Et sur tout ce qu'on appelle la communication commerciale de trafic, donc le catalogue distribué en boîte aux lettres, mais aussi les solutions digitales alternatives, l'affichage, donc conservation, donc les panneaux d'affichage et Waze et les médias locaux et tout le média digital local. Et on est 150 personnes à cheval sur Paris, Lyon et Tours. On fait un volume d'achat d'espace d'à peu près 500 millions bruts, on parle en brut dans ces métiers, et un chiffre d'affaires de l'ordre de 17 millions. Donc si on rembobine un petit peu le fil de tout ça, les premières années, ça fonctionne super bien.
En 99, tu as une trentaine de salariés. Mhm. En 2001, 180. En pleine période dorée de l'Internet. En 2001, la bulle explose. Ouais. Et là, de grosses difficultés. Bah oui, on était monté très vite de zéro. D'abord, on était 2 cofondateurs, Olivier Delavoye et moi. Et puis, on est passé assez vite de 0 à 30 personnes. Puis, effectivement, avec la bulle Internet, c'est monté et grimpé. Tout le monde croyait que les arbres allaient grimper jusqu'au ciel. En l'occurrence, non, on a été rattrapé par la patrouille. On se croyait peut-être un peu plus malin parce qu'on se disait, voilà, dans la ruée vers l'or, nous, on vend les pelles et les pioches. Donc, mais quand il n'y a plus d'or, il n'y a plus de pelles et de pioches non plus. Donc effectivement, la bulle a explosé. On a perdu, je sais pas, 90% de notre chiffre d'affaires en l'espace de 6 mois. Donc c'était sismique. Et humainement, ça a épaissi un peu la peau parce qu'on a bien géré les choses. Je pense que le management est resté soudé. On s'est pas mis les cendriers à la figure. Et on a réduit la capacité, beaucoup communiqué, redescendu de 180 à 30 personnes. Donc grosso modo, on avait levé des fonds qu'on a utilisés à recruter des gens qui sont partis. Alors c'était des profils de gens assez jeunes dans le digital, beaucoup à l'époque. Et donc ils ont compris avec beaucoup d'explications. Et puis après, on a passé des années très difficiles, le temps de retrouver de l'équilibre. Moi, j'ai été caution perso. Enfin, ça a été un moment assez tendu. Et puis, on a réussi à rééquilibrer l'ensemble et puis à redéployer la boîte. Et on est remonté à une 60aine de personnes en 2006. Et en 2012, on a repris une stratégie de croissance. Et aujourd'hui, on est 150 à cheval sur Paris, Lyon et Tours. Et on a beaucoup grossi depuis 2012. On est passé de 60 à 150 personnes. Donc ça a pas mal grandi. Regrandi. Mais donc on a eu plus... La vie d'un entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. On a connu plusieurs vies. Et je pense aussi on apprend de ses échecs. Beaucoup plus que de ses succès d'ailleurs. Pour revenir à la période compliquée que tu as vécue, quels sont les principaux enseignements que tu as tirés ? La nécessité de la transparence. Je pense que à la limite... plus la période est difficile, plus c'est important de dire la vérité. Je ferai d'ailleurs un parallèle avec le rugby aujourd'hui. Moi, je pense que le rugby aujourd'hui est en crise. Et je pense que le défaut principal, parce qu'il y a une baisse des licenciés sans précédent, 45 000 licenciés perdus, et je pense que le défaut principal de la gouvernance actuelle, c'est d'essayer de cacher la vérité. La vérité, c'est que le rugby est en crise. Et donc, à l'époque, la boîte était en crise. Ça n'était même pas la peine de le raconter, puisque... toutes les startups du digital, les Hauts Féminins, The Bank et autres qui étaient venus vers nous en courant en nous disant il faut que vous nous aidiez, il faut que vous nous aidiez. Du jour au lendemain, elles ont coupé les budgets. Donc à partir du moment où elles ont coupé les budgets, on s'est retrouvés nous aussi avec la nécessité de réduire la voilure. Mais quand tu prends la peine de faire un diagnostic lucide, d'expliquer les choses aux gens, de parler, de dire la vérité, et puis d'être factuel sur les problématiques, tu construis des stratégies qui sont cohérentes et tu peux redémarrer. Mais je pense que cet apprentissage que j'ai eu avec mon entreprise, confronté à une véritable crise, je pense que ce n'est pas un mauvais apprentissage et un mauvais enseignement pour le rugby, qui lui aussi est confronté à une véritable crise et qui doit être lucide sur la réalité des problèmes pour définir les bonnes stratégies. En effet, c'est fondateur pour la suite. Ça épaissit la peau. Voilà, ça fait circuler le sang. En parallèle de ton activité d'entrepreneur, tu es également dirigeant dans le rugby. Aujourd'hui, tu es président de la Ligue Île-de-France. Tu es également candidat à la présidence de la fédération. Mais j'ai quand même du mal à voir le lien qui t'a amené jusque-là. Si je me souviens bien, ça a quelque chose à voir avec ton fils. Oui, en fait, moi j'ai été puciste de l'école de rugby jusqu'en première. En fait, j'ai joué encore une année en senior après les RHL. J'alternais entre la première et la B. Et ensuite, quand je suis rentré à HEC, j'ai essayé de continuer au PUC, mais là c'était vraiment à l'autre bout de Paris, puisque le HEC est dans le fin fond du 78 et le PUC était à l'époque entre Charletti et la Cipale. Et donc après, j'ai arrêté de jouer au PUC, et puis j'ai plutôt joué avec un univers d'école. Et puis quand mon fils a voulu faire du rugby, j'ai des copains qui m'ont dit « Viens le mettre à l'ACBB, on ira faire de l'aviron ». L'ACBB, le club de Boulogne-Billancourt. Voilà, l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt, qui est à côté de la Seine. Et donc j'y suis allé en croyant faire de l'aviron, et au premier entraînement, il n'y avait pas d'entraîneur.
Donc je m'y suis collé. Je suis devenu ensuite dirigeant école de rugby, avec cadet, junior, senior. Et un jour, on m'a dit, tu veux pas rentrer au bureau, tu veux pas devenir président, tu verras, il y a un petit problème de stade, mais ça va vite se régler. Moi, je suis devenu président et avec un combat épique pour le stade, puis un joli parcours dont tu as fait partie, qui nous a amené de la Fédérale 3 à la Fédérale 1 avec un truc un peu dingo. En effet, donc tu deviens président de la CBB en 2009, 2009 en Fédérale 3. Ouais. 2 montées consécutives jusqu'à la Fédérale 1. Alors moi, avant de parler des montées en Fédérale, il y a d'abord une énorme structuration de l'école de rugby auquel j'avais contribué depuis des années, qui nous a valu même de gagner le Jacques Chagnaud, qui est un gros tournoi Benjamin Poussin à Massy, alors que d'habitude c'est des grosses cylindrées qui le gagnent. Donc on avait fait un très très gros investissement sur l'encadrement de l'école de rugby avec des gens comme Didier Gibert, le père du petit Antoine Gibert d'ailleurs, qui joue au Racing maintenant. Donc un gros travail pour encadrer toute l'école de rugby. Et puis effectivement, en senior, une belle progression en cadet junior aussi, mais en senior, une équipe qui est en Fédérale 3. Et puis, on fait 2 montées consécutives. La première, rationnelle et sportive. La deuxième, plus émotionnelle et assez incroyable, qui nous mène de Fédérale 2 en Fédérale 1, alors qu'on s'était qualifié 4e. Donc, la probabilité qu'on monte était faible. Mais quand il y a un supplément d'âme dans une équipe, quand on met de l'énergie et qu'on donne un sens additionnel, parfois, il y a des vertus cachées, il y a des forces cachées qui se révèlent. Donc, en 2011, le club atteint son apogée sportive, entre guillemets. Même si on a tout perdu en Fédérale 1. Hein. Ah ouais, on a tout perdu. Hein. Ça, sportivement, c'était catastrophique. Mais on avait fait. Mais le côté positif, c'est que la montée avait été votée par les joueurs et par les bénévoles, parce que on savait qu'on n'avait pas vraiment notre place en Fédérale 1, même si sur le terrain on l'avait gagné. Et le groupe, ça non pas que ça a été facile, parce que quand tu perds tous les matchs, c'est pas facile. Mais on a gardé une ambiance, on a gardé un groupe soudé, et tous les joueurs dont tu fais partie, qui ont connu cette saison de Fédérale 1, quand je discute avec eux aujourd'hui, ils disent mais c'est génial, on a joué à un niveau qui nous paraissait quand même un peu difficile à atteindre, et on s'est régalé, et on a gardé un état d'esprit qui était... et on n'a pas mis le club en difficulté financière, loin de là. Donc ça a été un bilan positif, on a réussi à s'amuser une saison en Fédérale 1 avant de redescendre. En effet, dans le même temps, il y avait un combat périphérique à tout ça pour garder le stade du Saut du Loup. Ben oui. Pour recontextualiser un petit peu, la mairie de Paris a demandé à la CBB de quitter les lieux où le club s'entraînait et faisait jouer les gamins et toutes les catégories pour donner le stade au Stade français, pour en faire le centre d'entraînement de l'équipe première. C'est ça. Donc en fait, quand je suis devenu président, on m'a dit tu verras, il y a un petit problème de stade. Effectivement, il y avait même un gros problème de stade, puisque en fait, on avait beaucoup développé le club, qui était monté pratiquement à 800 licenciés. Ça en faisait en nombre de licenciés pratiquement le premier club amateur de France. Mais effectivement, la CBB jouait dans un terrain dans le Bois de Boulogne, et le Bois de Boulogne appartient à la ville de Paris. Et donc la ville de Paris a voulu le récupérer pour doter le Stade français avec des installations. Et donc tous les ans, y compris en Fédérale 3, je re-signais un peu au forceps et un peu sous la pression politique et médiatique, avec la mairie de Paris, le renouvellement de la concession pour 1 an, mais pratiquement au début de la saison. Donc il faut imaginer la pression que ça a exercée. Et on s'est battu comme des chiens pour convaincre à la fois la mairie de Paris tous les ans de renouveler la concession, mais aussi convaincre la mairie de Boulogne qu'il n'était pas normal, dans une ville de plus de 100 000 habitants, de ne pas avoir un terrain de rugby à filer à ses gamins. Et ce combat, on a fini par le gagner, puisque sous la pression politique et médiatique, la mairie de Boulogne a fini par lâcher un terrain dans Boulogne. Après, il y a eu le temps de la construction et de l'aménagement de ce terrain. On a fini par avoir un terrain dans Boulogne sur lequel la CBB joue aujourd'hui et qui est enfin sorti de terre. Donc il y a eu les années dures entre la construction du terrain et la perte du Saut du Loup après l'incendie du stade. Oui, parce qu'effectivement, le stade a brûlé à un match de la fin de saison en Fédérale 1. Ouais. Et je me rappelle même que le dernier match contre Orléans, on était allé le jouer à Suresnes. Et le dernier match contre Orléans, on le joue à Suresnes grâce aux copains de Suresnes qui nous ont accueillis. Il y a une belle solidarité du rugby à ce moment-là. Donc on a pu jouer le dernier match. C'était un peu l'enfer pour les bénévoles parce que forcément, il a fallu trimballer tout notre barnum. Et oui, le stade a brûlé. Objectivement, on s'est demandé comment ça avait été possible.
Je ne reviendrai pas sur le sujet, parce que je pense que s'il n'avait pas brûlé, peut-être qu'on serait encore en train de... On aurait bataillé pour avoir la transition jusqu'à ce que l'ACBB ait un terrain sorti de terre dans Boulogne. Le stade de l'ACBB, le Saut du Loup, brûle en 2012. Un nouveau stade est construit dans Boulogne-Billancourt. Mais entre les deux, la CBB se retrouve à Marne-la-Coquette. Et donc là, le nombre de licenciés chute libre, tombe de 800 à 300 licenciés, parce que forcément, la proximité est le critère numéro 1 de la pratique. Et donc les gamins de Boulogne ne pouvaient pas aller jusqu'à Marne-la-Coquette. Ça faisait un déplacement considérable. Marne-la-Coquette, pour situer pour tout le monde, Boulogne est dans le 92, donc pratiquement limitrophe à Paris. Marne-la-Coquette est dans le 78, donc il y a tout un département à traverser pour aller au stade. Donc c'était un enfer pour les gamins. Et donc le nombre de licenciés est parti en baisse, et puis il est en train de remonter depuis que le stade, alors il ne rejoindra pas les 800 parce que malheureusement il n'y a qu'un seul terrain dans Boulogne, quand il y avait un terrain 3/4 au Saut du Loup, mais il est en train de bien progresser, et donc ça reprouve qu'il faut des terrains de proximité pour que les gamins et les gamines puissent pratiquer. Dans cette période difficile, tu te lies d'amitié avec Pierre Camus. Ouais, Pierre Camus, il était en fait dans le combat pour le stade où on faisait un peu feu de tout bois. Pierre Camus était venu voir un match de Fédéral 3 à l'époque. On était en Fédéral 3. C'était ACBB Beauvais le lendemain d'un Angleterre-France. Donc il faut imaginer Angleterre-France avec le banquet, le machin, etc., qui termine à pas d'heure. Puis Pierre était coutumier de finir tard. Et Pierre vient le lendemain de ce match. C'était incroyable, parce que il m'avait dit je viendrai. Je ne pensais pas qu'il viendrait le lendemain d'un Angleterre-France. Et il était là à 11h, pétante. On s'était donné rendez-vous à 11h. Et il avait soutenu notre combat, parce qu'il soutenait le rugby amateur. Et il comprenait qu'à l'époque, moi j'expliquais aussi aux grands frères du Stade français que je comprenais leur besoin d'avoir des terrains. Et un terrain d'entraînement, mais que je ne comprenais pas qu'on tue un petit frère. Donc j'avais un espèce de double combat, le Stade français d'un côté et puis la mairie de Boulogne de l'autre. Et Pierre, ensuite, quand on a gagné le combat et que la mairie avait fini par valider la construction, même si elle l'a fait beaucoup trop tard, la mairie de Boulogne, j'ai dit à Pierre, je ne peux pas continuer à mordre la main qui me nourrit. Si je reste président de la CBB, les relations avec la mairie de Boulogne resteront toujours tendues, parce que quelque part, on leur a un peu forcé la main. Et il m'avait dit, mais va donc au comité Île-de-France. Ma première impression, c'était un comité, je ne savais pas trop, j'aimais bien la proximité d'un club, mais en même temps, j'y suis allé. Il m'a bombardé vice-président du comité, où j'étais accueilli par le président de l'époque. Et puis, comme j'aime bien m'investir dans ce que je fais, j'ai fini par devenir président de ce comité. Donc, tu es élu président en juin 2017. Alors là, tu connais mieux les dates que moi. je suis plus tourné vers l'avenir que vers le passé, donc je suis jamais très bon pour les dates. Je suis élu du comité. Pierre m'appelle pour faire la campagne, la dernière campagne, qu'il oppose à Bernard Laporte. Campagne pour la présidence de la fédération. Voilà, où Pierre Camus se représentait face à Bernard Laporte, campagne gagnée par Bernard Laporte. Et je me retrouve contre toute attente, parce que je ne savais pas qu'il allait me mettre aussi haut dans sa liste, 4e sur sa liste, et donc élu. Et donc je fais mon premier mandat de comité directeur de la Fédé, mais sous la présidence, non pas de Pierre Camus, mais de Bernard Laporte. En décembre 2017, tu es élu à la présidence de la Ligue Île-de-France de rugby. C'est ça. Donc en fait, suite à l'élection de Bernard Laporte, il y a la transformation des comités en ligues. Et donc je me présente, et Bernard Laporte fait une liste en face de nous en Île-de-France, mais le fait est que l'Île-de-France avait dû considérer que je commençais à faire un travail de terrain intéressant, puisqu'on a été élu dans la foulée de l'élection de Bernard Laporte avec 66% des voix en Île-de-France. Donc voilà, une belle reconnaissance pour le travail de terrain réalisé, ou le début de travail de terrain réalisé. Donc je suis aujourd'hui président de la Ligue Île-de-France et membre du comité directeur de la Fédé, mais sous le mandat de Bernard Laporte. Donc en 2019, tu mets en place un groupe de travail pour préparer l'élection du comité directeur de la FFR en octobre 2020. Tu t'entoures de personnalités très connues dans le milieu du rugby, à savoir Serge Blanco, Jean-Marc Lermet, Fabien Pelouse, Jean-Claude Scrella. Peux-tu nous expliquer comment ça s'est passé ? C'est en janvier 2019. C'est à l'initiative de Jean-Claude Scrella. C'est lui qui vient voir plusieurs personnes et qui dit il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on monte un groupe, etc. Et on a fait un peu à l'inverse de ce qui se fait en France d'habitude. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer par travailler à un projet,
Au lieu de commencer par choisir une tête de liste, on a commencé par travailler un projet. Et donc, il y a eu un groupe de travail avec 6 internationaux et 6 inconnus ou connus que de leur mère, comme c'est mon cas. Et on a bossé sur un projet, ça a été grosso modo de janvier à juin. Donc on a rédigé 300 propositions qui sont accessibles sur le site internet ovalensemble.fr. Dans ces 6 internationaux, il y a effectivement donc Jean-Marc Lermet, qui aujourd'hui est mon bras droit, Jean-Claude Scrella, Serge Blanco, Fabien Pelouse, Éric Champ, et puis Aline Sagols, qui est une internationale féminine, et puis d'autres qui sont des inconnus. Et puis en juin, on avait décidé qu'on désignerait la tête de liste, mais après avoir travaillé sur le projet. Et en fait, l'unanimité s'est tournée sur le fait que je sois candidat, avec Jean-Marc Lermet comme bras droit. Mais donc, me voilà candidat depuis le mois de juin 2019. Et on a commencé la campagne de terrain à compter du mois de septembre. C'est un point très intéressant que tu viens de soulever, parce qu'effectivement, dans tous les noms que tu m'as cités, tu es peut-être le moins connu du grand public au moment où tu as été nommé. Comment as-tu pu être désigné à l'unanimité par tous tes colistiers ? Je pense que ce qu'ils ont été chercher, c'est plus la compétence que peut-être que la notoriété. C'est-à-dire que moi, je suis dans le rugby amateur depuis 40 ans, 20 comme joueur et 20 comme dirigeant. Et moi, je trouve ça symboliquement extrêmement fort que des grands noms comme ceux qu'on vient de citer aient l'humilité de penser que c'est peut-être un bénévole et un no-name, à quelqu'un d'inconnu, qu'il fallait confier la tête de liste. J'ai été très touché par leur décision. Moi, quand j'ai commencé à travailler au sein du groupe de travail, je me suis dit, il faut qu'on bâtisse un projet. Je ne me suis pas dit, je vais être cette tête de liste. Et comment ça s'est fait ? Écoute, après, peut-être que mes interventions ont fait que, et mes réflexions sur le sujet du rugby amateur, mais aussi la compréhension par ces internationaux que la Fédé, c'est pas juste la partie supérieure de l'iceberg, c'est-à-dire les équipes de France, mais c'est bien les 1900 clubs de rugby et tous les bénévoles qui le font vivre au quotidien, et que c'est cette partie-là qui avait besoin d'être représentée et d'être sauvée, parce que dans la vision qu'il y a aujourd'hui, il y a un peu le sentiment qu'il y a une grosse tête, ou en tout cas la volonté de faire une grosse tête, mais qu'on se fiche un petit peu du corps. Et moi, je suis absolument persuadé que si on veut qu'une pyramide soit solide, il faut que la base de la pyramide soit solide pour qu'elle puisse monter haut. Quel est ton projet principal pour la FFR si tu es élu ? Il est extrêmement simple. Nous, on fait d'abord le constat, parce qu'il n'y a pas de bonne stratégie tant qu'il n'y a pas un bon constat. Le constat, il est simple, c'est qu'en 3 ans, on a perdu 45 000 licenciés à la Fédé, et que rien que sur les écoles de rugby, c'est 30 000 licenciés perdus. Donc c'est une saignée comme il n'y en a jamais eu dans le rugby. Donc nous, le projet, il est centré autour de 2 points. 1, relancer le nombre de licenciés, et 2, aider les clubs et les bénévoles pour parvenir à cette relance. Voilà. Donc, quand on dit relancer le nombre de licenciés, il y a 3 priorités. 1, il faut communiquer pour rassurer les parents, parce qu'il y a des parents qui ne mettent pas leurs gamins au rugby ou qui les retirent parce qu'ils ont peur, à cause des accidents et tout ce qui a pu se passer. Alors que dans le rugby, dans les écoles de rugby, il y a une pratique qui est très sécurisée aujourd'hui, avec le toucher plus 2 secondes qui, au passage, a été inventé il y a 6 ans en Ile-de-France, que la gouvernance actuelle se garde bien de dire, parce que elle voudrait qu'on ait l'impression que c'est elle qui l'a inventé, mais non, c'est nous. 2, il faut relancer l'action dans le scolaire. La Fédé, sur un budget de 115 millions, consacre 0,5% de son budget au scolaire depuis 3 ans. Enfin, c'est quoi, 400-500 000 euros, c'est juste ridicule. Donc nous, on veut multiplier ça par 10 et passer à 4 millions d'euros investis sur le scolaire, et notamment avec un plan 1000 ambassadeurs scolaires, mais qui seraient des professeurs des écoles qu'on identifierait. Et puis le 3e axe, c'est de fidéliser les licenciés actuels, sachant que la durée moyenne d'une licence FFR, c'est 2,3 ans. Donc en fait, on s'épuise à recruter des gamins qui partent. Donc la question, c'est, avec un projet de jeu centré sur le rugby de mouvement, qui donne la banane aux gamins, qui donne envie de s'amuser, de continuer, de trouver du plaisir, parce que si le gamin ne se marre pas avec un ballon et qu'on lui fait faire des rucks et des mauls en moins de 8, on s'est un peu trompé de sujet. Donc de travailler à la fidélisation des gamins, et avec des vrais indicateurs de fidélisation qui passent par un pourcentage d'éducateurs qui ont un brevet fédéral, donc qui ont été au bout de la formation, qui est plus élevé que ce qu'on constate aujourd'hui. On doit avoir à peine 30% des éducateurs en situation d'entraîner qui ont été au bout de leur brevet.
qui ont passé un brevet fédéral. Il faudrait qu'avec les CTC, qui pour ça est une bonne réforme, qu'on aille au bout et qu'on ait 80% d'éducateurs formés sur le terrain. Il y a quelques minutes, quand tu commençais à répondre à cette question, tu as parlé du toucher 2 secondes. Ouais. C'est vrai que quand tu étais au comité Île-de-France, tu as été un instigateur du rugby à 5. Ouais. Le rugby à 5, c'est magique. Pour plein de raisons. Un, il y a 7% de féminines à la Fédé. Dans le rugby à 5, il y a 35% de féminines. Deux, c'est une manière de garder au club les anciens qui raccrochent les crampons. Quand ils en ont marre d'arriver le lundi avec le nez à la hauteur de l'oreille, éventuellement, au lieu de faire des footings tout seuls, ils peuvent faire du rugby à 5 pour garder l'esprit du rugby. Trois, c'est une manière d'attirer les parents. Parce que les parents, père et mère des gamins, peuvent parfaitement jouer à 5 et ils sont mieux à faire du rugby à 5 qu'à crier sur les gamins au bord du terrain. 4, c'est une manière parmi eux de recruter des bénévoles. Nous, ce qu'on constate, c'est que 25% des gens qui jouent au rugby à 5 sont aussi bénévoles, parce que c'est très compatible. Tu as un entraînement par semaine, tu peux t'occuper des cadets, des juniors, de l'école de rugby, etc. Donc ça te fait des bénévoles. 5, tu peux monter des opérations avec les entreprises, parce que les entreprises ont de moins en moins d'argent sur les clubs de série pour aller mettre une banderole au bord du terrain. Mais faire une opération de cohésion d'équipe, hommes et femmes mélangés, tout le monde en short au milieu du terrain et on boit l'apéro à la fin, mais c'est super. Et ça met toutes les valeurs du rugby. 6, tu peux monter des opérations dans le cœur des villes pour le Téléthon, pour ci, pour ça, etc. Tu peux jouer sur la place du village. Donc tu peux. Hein. Et 7, et c'est le cœur du sujet pour nous, c'est une chance incroyable parce que tu peux remettre ça à l'école, jouer rugby à 5, toucher 2 secondes, dans un gymnase, dans une cour d'école, sans avoir besoin de trimballer les gamins et les gamines sur un terrain en herbe. Donc et je vais même rajouter un 8e, c'est pour tout ce qui est sport santé, donc créer des sections rugby cancer pour les femmes en rémission du cancer du sein, parce que le fait de faire des passes permet de faire travailler tout le haut du corps. C'est des arguments incroyables. Donc on a une arme révolutionnaire avec le rugby à 5, que j'avais contribué à booster à l'époque, parce que quand j'appelle ça la start-up du rugby, quand j'ai commencé à m'en occuper, il y avait 20 clubs sur 1900 qui avaient une section de rugby à 5. Aujourd'hui, il y en a 450. J'avais pris en main le dossier du temps de Pierre Camus, sans être élu au comité directeur. Mais il m'avait dit, viens m'aider. Je lui ai dit, tiens, si tu veux, je m'occupe de cette pratique. Et effectivement, elle a un potentiel énorme. Tu es donc dirigeant d'entreprise, dirigeant dans le monde du rugby, peut-être très haut dirigeant bientôt. Est-ce que tu trouves des similitudes ou des points de rencontre entre ces deux mondes ? Moi, en tout cas, j'ai toujours essayé, je ne sais pas si les similitudes existent, mais dans mon cas et dans le cas de mon entreprise, j'ai toujours essayé de vraiment fonctionner en équipe. Et j'essaye, que ce soit au sein de la Ligue d'Île-de-France de rugby, et voire au sein de la Fédé demain, ou en tout cas dans le groupe de travail qu'on fait, j'essaye de partager les réflexions. Moi, je ne crois pas... aux personnes miracles, entre guillemets. Je crois à l'intelligence collective. Je crois que l'intelligence collective est plus forte que l'intelligence individuelle, que quand on met les gens autour de la table et qu'on prend des décisions collectives, même s'il faut qu'il y ait un président qui tranche, le cas échéant, on fait beaucoup mieux avancer les organisations. Je crois aussi beaucoup à la confiance, à la transparence, j'en parlais. Moi, dans les périodes les plus dures de la création d'entreprises de Cospirit, le fait de communiquer, de dire la vérité, d'avoir de la bienveillance dans le fonctionnement interne, ça crée, même dans la difficulté, ça crée de l'émulation. Mais même toi qui as connu la période du saut du loup, on ne faisait pas mystère de la réalité du risque de perte de terrain, etc. Et je pense qu'au lieu de susciter ce qui était quand même une épée de Damoclès monstrueuse et qui s'est révélée être réelle, mais au lieu de susciter de l'inquiétude et de la peur chez les gens, comme c'était très transparent, ça a plutôt suscité de la cohésion et de l'adhésion. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai un vrai fonctionnement différent, probablement de celui de Bernard Laporte. C'est que moi, je crois que les gens sont intelligents et qu'il faut leur dire la vérité. Et que quand on dit la vérité et qu'on le dit avec transparence et authenticité, les gens comprennent et on prend des meilleures décisions derrière et on pilote mieux les organisations.
Tu nous parles rapidement de tes deux vies, là, donc celle d'entrepreneur, celle de dirigeant pour le rugby. Sachant qu'il y a ma vie familiale aussi. Oui, il y a la vie familiale qui n'est pas à négliger non plus. Et c'est vrai, parce que tu es marié, tu as 2 enfants. Je suis marié, 2 enfants, ouais. Et j'ai la chance d'avoir une femme qui a accepté de m'accompagner pendant la campagne. Elle ne fait pas toutes les dates, puisqu'on fait 200 jours de campagne, tous les mercredis soirs, jeudi soir, vendredi soir et samedi matin. Mais elle fait pas mal de semaines avec moi. Mais je pense que j'aurais pas accepté de me lancer si elle n'avait pas dit go. C'est un choix partagé là pour le coup aussi. À ce propos-là, on est dans une époque où les gens disent souvent « j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça ». Comment trouves-tu le temps pour faire tout ce que tu fais ? Moi, je pense qu'il faut, dans la vie, être aligné avec ce qu'on est et avec ses envies. Et je pense que si on est clair sur je pense qu'on est efficace quand on est aligné, hein, donc quand on est cohérent. Moi, si j'avais pas fait l'aventure que je suis en train de tenter dans le rugby, j'aurais pas été aligné avec ce que je suis. C'est ma passion depuis toujours. J'ai toujours équilibré mon activité professionnelle avec un investissement bénévole dans le rugby, que ce soit comme joueur d'abord, puis comme dirigeant. Et j'ai besoin de cet équilibre. Et donc après, l'organisation, elle vient. Si on a les idées claires sur où on veut aller et qu'on a la transparence requise vis-à-vis de ses équipes, de son organisation, de sa famille, etc., on s'organise pour faire les choses. Alors forcément, ça se répartit différemment, mais on s'organise. Donc c'est une question d'organisation. Et de transparence, mes équipes chez Cospirit Mediatrack savent bien sûr que je suis impliqué dans le rugby, mais elles le savent depuis toujours. Mais j'en ai jamais fait mystère et je pense que là aussi, je fais œuvre de transparence vis-à-vis d'elles. De fait, hors période électorale, à quoi ressemble une de tes journées type ? En période électorale plutôt, puisque c'est ça que je vis aujourd'hui. Je suis donc moi, l'entreprise est basée à Paris, à Lyon et à Tours. Donc en général, alors c'est à Paris et à Lyon qu'on a les gros sites. Donc je suis en général à Paris le lundi avec mes équipes, à Lyon le mardi, toujours avec mes équipes. Et puis le mercredi, le jeudi et le vendredi, comme je fais le Tour de France, je télétravaille et donc je suis à distance. Mais je télétravaille. On a les moyens modernes aujourd'hui qui nous permettent de faire des conf calls, des Skype et autres. Le samedi, le mercredi soir, le jeudi soir et le vendredi soir, j'ai des réunions avec les clubs. Le samedi matin, j'ai des réunions avec les clubs. Le samedi après-midi, je rentre en Île-de-France. J'ai une soirée off. Parce que le lundi et le mardi, j'ai souvent des réunions pour la Ligue, pour le coup, d'Île-de-France. Et le dimanche, je vais voir un match en Île-de-France. Voilà, grosso modo, l'organisation type actuelle. Après, quand j'étais hors campagne, entre guillemets, c'était pareil, si ce n'est que le mercredi, le jeudi et le vendredi, je ne télétravaillais pas, j'étais au bureau. Voilà. Mais avec des réunions le soir pour le rugby. Quelles sont les personnes qui t'inspirent le plus, que ce soit dans le monde du rugby ou dans le monde entrepreneurial ? Pierre Camus m'a beaucoup inspiré. Alors quand Pierre m'a dit viens m'aider pour la campagne, je lui ai dit Pierre, je viens, mais il y a des choses à changer dans le rugby. Donc il était conscient que je voulais venir pour réformer, entre guillemets, de l'intérieur. Mais c'est un homme qui irradiait les autres de sa bienveillance, de son intelligence, de son humanité. C'est quelqu'un qui était extrêmement cultivé, qui était capable de parler de poésie, d'opéra, de ses lectures. C'était quelqu'un d'extrêmement riche, épais. Et puis, quand on voit encore des vidéos de lui à l'époque où il parlait du devoir de mémoire, du devoir de transmission, c'est quelqu'un qui avait du contenu. Donc, c'est quelqu'un qui m'a, dans le rugby, beaucoup impressionné et qui m'a beaucoup plu en tant qu'homme. Voilà. Après, je pense qu'il y avait des choses à changer à la Fédé. Et d'ailleurs, je n'ai pas une attitude dans la campagne qu'on mène aujourd'hui. On ne fait pas une campagne contre Bernard Laporte, on fait une campagne pour le rugby. On a des vraies stratégies alternatives. Nous, on mise beaucoup sur le scolaire. On mise beaucoup sur la fidélisation du joueur, sur un rugby de mouvement, sur une manière de faire et d'être. Mais il y a des réformes que Bernard Laporte a proposées, que j'ai votées sans état d'âme au comité directeur et sur lesquelles je ne reviendrai pas. Donc on est dans une démarche aussi beaucoup plus rassembleuse. Donc voilà pour les personnalités qui m'impressionnent dans le rugby. Donc Pierre Camus. Dans la société civile, plus que dans la vie entrepreneuriale,
Moi, il y a une femme qui m'a marqué, c'est Simone Veil, qui est au regard de ce qu'elle a traversé. Bon, il s'avère que mes parents l'ont connue, donc mais je pense que c'est quelqu'un qui était extrêmement impressionnante par sa capacité aussi à faire évoluer les lignes de la société. Avec les lois qu'elle a su faire passer à un moment où la société n'y était pas prête. Et je pense que c'est le symbole de quelqu'un qui était une femme d'État et pas juste une femme politique. La femme politique va s'adapter peut-être aux évolutions de la société, va s'adapter au gré des sondages pour pousser son destin politique. Elle, je pense qu'elle était capable d'avoir de la hauteur sur les événements, les changements de société et d'imposer des choses qui pouvaient donner l'impression d'être à contre-courant, mais qui en fait étaient en avance. Si tu pouvais reparler au petit Florian, qu'est-ce que tu lui dirais ? Qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire. Et que si je parle au grand Florian, je considère qu'il y a encore énormément de chemin à faire aussi. Je pense qu'on a... Alors bon, moi, je suis de culture protestante. Donc, dans la culture protestante, on est très attentif à être à... Peu importe son potentiel, mais on n'a pas le droit de ne pas exploiter son potentiel à fond. Voilà. Je pense que c'est ça Donc, mon potentiel est beaucoup moins important que celui de plein de personnes que je peux croiser. Mais au moins, j'essaie de faire au maximum de mes possibilités. Et je pense que c'est le devoir qu'on a vis-à-vis des autres, de ses parents, de sa culture, de son entourage, de s'investir à fond. Voilà. Donc, ce que je dirais au petit Florian, que j'ai envie de dire au grand Florian aussi, c'est fais au maximum de tes possibilités. C'est un état d'esprit que tu as eu dès tout petit ? Non, parce que je pense que ça s'apprend aussi. Enfin, je pense que l'envie de faire bien et plus, c'est un état d'esprit c'est aussi une culture. Ça se transmet aussi, en tout cas dans ma famille, ça se transmet. C'est-à-dire qu'il y a il y a l'exigence il y a un devoir de faire, une exigence de faire et de faire au service d'eux aussi. Enfin, je pense qu'on se construit en construisant. Moi, je crois beaucoup à ça. Et on le fait, et quand on le fait, on essaye de le faire aussi au service d'une collectivité, d'une société, et d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Voilà. Mais moi, mon engagement dans le rugby, il n'est pas que sur la... Bon, bien sûr, j'ai la passion de la compétition. Sinon, on ne serait pas dans le rugby. Ça m'amuse, ça m'excite. Comme joueur, j'avais envie, etc. Bon. Et comme dirigeant aussi. Mais je crois que le rugby, il y a beaucoup plus que ça. Il y a d'abord les valeurs éducatives. Le rugby est le seul sport qui soit né à l'école. C'est quand même un truc énorme. Et on a tous des exemples de copains qui ont été... j'ai presque envie de dire parfois sauvés par le rugby, enfin cadrés par le rugby, et que le rugby a aidé à construire. Et donc moi, j'ai vraiment envie... d'insister là-dessus. Et puis c'est pour ça aussi qu'on met beaucoup l'accent sur le scolaire, parce que je pense que le rugby, il est éducatif par nature, par ADN. Et puis après, il y a le rôle social et sociétal que joue le rugby. Enfin, tu as été à la CBB, tu as vu un club. Un club, c'est un endroit magique. C'est un endroit comme il en existe peu dans nos sociétés. C'est-à-dire, c'est un endroit où des gens de tous les âges, de toutes les générations, de toutes les origines sociales, religieuses, se mélangent. Mais où sont les endroits comme ça dans les sociétés aujourd'hui ? Il y en a de moins en moins. Ouais, il y en a de moins en moins. Et donc, il faut absolument préserver ça. Et donc, moi, quand je parle d'un club et quand j'ai envie de défendre cette notion, c'est pas juste un club de sport. C'est un club, c'est un endroit où il y a la compétition, les valeurs éducatives, et puis cette espèce d'engagement citoyen extrêmement fort qui crée du lien entre les gens et qui crée un supplément d'âme fort et qui est indispensable à nos sociétés, où le lien se délite. Donc la vraie motivation, elle est beaucoup autour de ce lien social. Qu'est-ce que tu as préféré être joueur ou dirigeant ? J'ai tout adoré dans le rugby. Donc, et j'adore encore tout. Je sais que c'est des émotions différentes, mais j'ai tout adoré. À ce propos-là, quel est ton plus grand souvenir dans le rugby, que ce soit donc en tant que joueur ou en tant que dirigeant, les deux confondus ?
Mon plus grand souvenir, c'est pas un match, en fait mon moteur dans tout, c'est les aventures humaines collectives. Donc la Réchelle en allant en finale, c'était une aventure humaine collective. Mais et puis la montée, enfin l'aventure en tant que dirigeant de la montée de Fédéral 2 à Fédéral 1, c'était un truc juste incroyable, quoi. On se qualifie 4e, on bat le premier de la poule adverse avec le bonus offensif chez lui. Il y avait une espèce on était dans un espèce d'état de grâce de fin de saison avec en arrière-plan le combat pour le stade qui donnait un supplément d'âme et un lien, une équipe de bénévoles juste incroyable et un lien extrêmement fort entre tous, peut-être renforcé encore plus par le fait qu'il y avait ce combat collectif qui donnait une âme supplémentaire. Donc c'était surréaliste ce qui s'est passé. Donc ça, c'est deux très beaux souvenirs. Et puis le troisième aujourd'hui, c'est la campagne qu'on est en train de faire pour la Fédération française de rugby. Les 200, on se marre. Mais vraiment, on se marre. Les 200 jours de terrain, moi, quand je vois l'expérience humaine que c'est, la qualité de l'accueil qu'on reçoit dans les clubs, la gentillesse des gens qui nous logent, qui nous transportent, qui nous préparent à manger. J'ai été dans une palombière. La gentillesse des gens est juste incroyable et je me dis que le rugby, il est là. Ouais, c'est vrai, parce qu'il vous arrive même de dormir chez l'habitant. Mais bien sûr. Mais c'est pas qu'il nous arrive même d'eux, c'est que on se fait engueuler si on dort pas chez les bénévoles. On a ce réseau de 350 relais locaux, des gens qui prennent des jours de vacances pour s'occuper de nous, quoi. Enfin, on est toujours 4 ou 5, il y a très souvent Jean-Marc Lermé, Jean-Claude Scrella, puis selon les dates, Fabien, Serge ou autres, et puis les autres bénévoles du groupe. On est pris en main, accueillis, les gens organisent le calendrier sur place, nous logent, nous déplacent. Enfin, et humainement, c'est d'une richesse incroyable. Qui est-ce que tu voudrais que j'invite dans un prochain épisode ? Invite Jean-Marc Lermé. Ce type-là est un miracle dans le rugby. C'est très rare d'avoir... il a fait l'INSA Lyon. Alors lui, tu vois, je dis dans les gens que je peux admirer. Moi, j'ai été un petit joueur de rugby. Jean-Marc, ça a été un grand joueur de rugby, 3 sélections en équipe de France. Et puis s'il n'avait pas été blessé, je pense qu'il aurait pu en faire plus. Et c'est un type qui a fait une très belle école d'ingénieur et qui est discret. Qui est probablement dans la vie comme il était sur un terrain, mais au service du groupe. Tout en étant, il a été quand même sur 12 années à l'ASM, il a été 7 ans capitaine. C'est un homme d'une richesse assez exceptionnelle. Invite Jean-Marc Lermé. L'invitation est lancée. Pour finir, je pose tout le temps la même question à mes invités. À quoi voudrais-tu mettre une cravate ? Je voudrais mettre une cravate à cette idée qui consiste à dire que sous prétexte qu'on serait bénévole, on ne serait pas compétent. Et je vais mettre je suis en seconde ligne, donc c'est normal de mettre des petits coups d'épaule de temps en temps, mais c'est typiquement l'attitude à la Fédération française de rugby. On a voulu remplacer, il y a quand même 12 millions d'euros d'augmentation des charges salariales en 3 ans de la gouvernance actuelle, parce qu'on a remplacé des fonctions bénévoles par des fonctions salariées, alors, avec des rémunérations parfois un peu osées. Mais avec cette espèce d'idée de fond de sauce là que quand on est un bénévole, on serait forcément pas compétent. Et je trouve que c'est une idée qui est totalement absurde. Les clubs regorgent de gens qui sont des bénévoles, qui sont ultra compétents, chacun à sa mesure et à son niveau. Et je pense qu'on n'a pas besoin de faire ce petit raccourci. Bénévole ne veut pas dire incompétent. Bénévole, on peut être salarié et incompétent, et on peut être bénévole et très compétent. Voilà. Et tout est. On peut être salarié et très compétent aussi. Complètement. Voilà pour la cravate. Ok Florian, merci pour ton accueil. Merci à toi pour ton écoute. Et à bientôt. Et à très bientôt. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait vraiment à le faire reconnaître. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux où vous trouverez facilement Rugby Mercato sur Facebook et Instagram.
D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur rugbymercato.net, le site de recrutement rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de La Cravate.